Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Objectifs Espoir, votre magazine consacré aux objectifs du millénaire de l'ONU pour le développement. Cette semaine, nous nous intéressons à l'objectif numéro 7, assurer un environnement durable. Les directions pour cela, l'Australie. La grande barrière de corail classée au patrimoine mondial de l'UNESCO est aujourd'hui menacée. Elle pourrait être inscrite dès février prochain sur la liste des sites en danger. La zone a effectivement perdu la moitié de ses prairies coralliennes au cours des 27 dernières années. Une détérioration due en grande partie aux cyclones tropicaux, mais aussi, et c'est là que le bât blesse, à l'activité humaine. Avec une industrie charbonnière de premier plan, le Queensland est l'une des régions australiennes qui connaît l'un des rythmes de développement les plus rapides. Les écologistes, vous allez le voir, n'ont de cesse d'alerter sur les risques engendrés. C'est un reportage signé Renaud Villain et Carole Philippi. Abbott Point, un terminal de charbon perdu dans l'immense état du Queensland. Ici sont stockés chaque année 15 millions de tonnes, bientôt embarqués sur des cargos qui partiront vers l'Asie. Une installation imposante et pourtant presque insignifiante comparée à ce qui attend cette zone encore largement sauvage. Dans quelques années, Abbott Point pourrait devenir le premier port mondial d'exportation du charbon. Maurice Wilson, alias Stubbs, a été l'un des premiers au courant. Il y a 4 ans, des fonctionnaires de la région viennent lui proposer de racheter sa propriété, là où il élève ses vaches et ses chevaux depuis 30 ans. Son terrain est situé en plein milieu de leur projet de développement. Ils voulaient installer un autre chemin de fer ici. Je pense que c'est toujours d'actualité, c'est toujours prévu. Et ils veulent aussi installer une ligne à haute tension. À presque 70 ans, le cow-boy australien ne voulait pas partir. Mais il n'a pas vraiment eu le choix. Le projet minier est classé prioritaire. En clair, dans cette zone, les autorités du Queensland peuvent exproprier quiconque en toute légalité. À contre-cœur, Tubbs a donc accepté de vendre son terrain. Voilà, c'est Abbott Point là-bas. Le quai d'Abbott Point qui fait 2,8 km. En moins de 30 ans, l'installation actuelle a déjà eu des effets extrêmement néfastes sur la côte. Pour lui, ce projet d'extension est un désastre programmé. À l'époque, tu pouvais venir ici, lancer ta ligne, et tu avais la garantie de pêcher du poisson. Maintenant, toute cette zone est morte. Tu sais, tous ces trucs vont finir par aller au large à un moment. Il n'y a pas de clôture là-bas, pas de mur. Ce n'est pas ma génération qui en verra les effets, c'est sûrement celle d'après. Nous sommes au nord-est de l'Australie, dans le Queensland. Juste en face, la grande barrière de corail s'allonge sur 2300 km. Une région qui s'apprête à vivre un boom minier extraordinaire. Au mois d'août dernier, le gouvernement australien a autorisé l'exploitation du bassin de Galilée, une zone jusque-là délaissée. 250 000 km², la moitié de la France, qui regorge de charbon, de gaz de schiste et de gaz liquéfié. Une manne que les plus grandes compagnies minières mondiales se partagent et qui vaut aux terminaux sur la côte des projets d'expansion pharaoniques. Abbott Point devrait voir sa capacité multipliée par 25 et brasser 385 millions de tonnes par an. Si tous ces projets se réalisent, le Queensland deviendra à lui tout seul le deuxième producteur mondial de charbon, derrière la Chine. À terme, 10 000 tankers passeront à travers la grande barrière de corail chaque année, soit plus d'un par heure. Gladstone, au sud de la grande barrière. Ici, les usines tournent 24 heures sur 24. Pas une chambre libre en ville et pourtant il y a peu ou pas de touristes, mais un balai continu de grues, d'ouvriers, de camions. Bientôt, il y aura ici 2 nouveaux terminaux de charbon et un autre dédié au gaz liquéfié. 34 milliards de dollars d'investissement et des milliers d'emplois à la clé. Un immense afflux d'argent que gère cette entreprise publique financée par les sociétés minières. Mais quel est le prix pour l'environnement ? Le patron du port sait combien le sujet est polémique. En Australie, des pétitions demandent à la corporation du port de Gladstone d'arrêter de creuser la grande barrière de corail. Mais la grande barrière est à 40 000 nautiques d'ici. Et il faut bien comprendre quelque chose, nous habitons ici.
Et dans ce pays, il n'y a pas un homme, une femme ou un enfant qui ferait du mal à la Grande Barrière. C'est en nous. C'est facile de défendre l'environnement, nous défendons tous l'environnement. Mais il faut aussi vivre dans notre monde, il faut aussi travailler. Il faut trouver l'équilibre et dans ce qu'on fait à Gladstone, nous ne voyons pas ce qui nuit à cet équilibre. Beaucoup de gens ont des points de vue extrêmes sur notre travail. La Grande Barrière de Corail, le monument naturel classé au patrimoine mondial par l'UNESCO, est à 70 km au large. Mais Gladstone est situé à l'intérieur du parc marin, zone elle aussi protégée. Le port fait en effet face à Curtis Island, une île réputée pour ses mangroves, tortues, dauphins et dugongs, vivant désormais au rythme des pelleteuses. L'immense projet industriel de Gladstone fait l'objet d'une bataille féroce. Depuis des mois, les travaux d'expansion sont sous étroite surveillance de comités citoyens et d'associations de protection de l'environnement. Ce matin, Clive, un habitant, accompagne 2 membres de Greenpeace. Une nouvelle machine vient d'arriver dans le port et les a alarmés. Un dragueur hollandais, capable de creuser jusqu'à 100 mètres sous le niveau de la mer. C'est la plus grosse machine de dragage que j'ai vue et qu'ils utilisent ici. En fait, ces bras géants sur les côtés soutiennent un énorme tuyau. C'est avec ça qu'ils creusent la baie. Ça pompe le fond pour créer un canal et permettre aux gros bateaux de passer. Gladstone, le mégaport, devra bientôt accueillir des centaines de tankers géants comme celui-ci. Pour réaliser ce projet, il a fallu creuser cette baie large mais peu profonde. À l'ouvrage depuis 1 an et demi, ces machines raclent le fond de la baie. Selon les écologistes, elles remuent les dépôts industriels fixés dans la vase depuis plusieurs décennies et bouleversent totalement l'écosystème marin. Regardez-moi la couleur de l'eau. Qui pourrait vivre dedans? Les animaux marins, ils doivent respirer ça, respirer cette eau. Et parfois c'est même pire, aussi opaque que de la vase. Septembre 2011, Gladstone fait la une. Les pêcheurs remontent dans leur filet des poissons aux allures mutantes, couverts d'ulcères comme brûlés, asphyxiés, les yeux gorgés de sang. En quelques jours, le gouvernement interdit ici la pêche et la consommation des produits de la mer. À l'époque, Simon est à la tête d'une entreprise florissante. Ces coquilles Saint-Jacques de Gladstone sont appréciées jusqu'en Asie. La presse locale a fait un article sur notre entreprise. Sur les photos, on est là, avec tous les employés. On porte notre marque. On est gonflé à bloc, prêt à conquérir le monde. Mais malheureusement, avec tout ce qui s'est passé, on n'a plus les moyens d'entretenir une telle infrastructure. Et c'est triste. Simon patiente, tente de tenir. 1 mois plus tard, les autorités lèvent l'interdiction et laissent les professionnels dans une situation extrêmement délicate. À eux, la responsabilité de juger si ces poissons sont propres ou non à la consommation. Juste après la levée de l'interdiction, on a reçu un lot d'1 tonne. Et chacun de ces poissons montrait des aspects anormaux. Je ne suis ni médecin ni scientifique, mais je me fie à des méthodes d'évaluation basiques. L'aspect visuel, l'odeur, le toucher. Et tous ces tests ont échoué, tous. Pour nous, c'était clair. On ne pouvait pas prendre le risque de proposer ces poissons à nos clients. Malgré l'autorisation, plus personne aujourd'hui ne pêche à Gladstone. Dans sa petite poissonnerie, tous les produits sont pêchés à plusieurs dizaines de kilomètres. Simon a licencié les 3/4 de son personnel. Comme tous les professionnels affectés par le poisson malade, il espère aujourd'hui être dédommagé par le gouvernement. Mais pour les autorités du Queensland, l'épidémie n'a rien à voir avec les travaux du port. Elle serait le résultat de fortes inondations qui ont charrié le lit des rivières. Une version qui n'a jamais convaincu Simon, persuadé que le dragage intensif de la baie est bien responsable de sa banqueroute. Quels sont les effets de l'industrie minière sur cet environnement fragile et sur la précieuse Grande Barrière? Le débat agite la communauté scientifique australienne. Selon des chercheurs de l'université James Cook, cette merveille naturelle serait directement impactée par un essor minier d'une telle ampleur.
Leur prélèvement montre la présence de charbon fixé sur le corail à plusieurs dizaines de kilomètres des côtes. Ils ont donc étudié les courants marins pour comprendre comment les molécules pouvaient parcourir une telle distance. C'est ce qui est déjà en train de se passer. À l'heure actuelle, la compagnie de train du Queensland reconnaît déjà qu'elle perd 1 million de tonnes en poussière de charbon chaque année, simplement à cause du vent qui souffle sur les wagons. Toute cette poussière, celle des wagons, des zones de stockage ou des tapis roulants, finit dans la mer. Quelles conséquences cela a sur le récif corallien? On vient d'apprendre que le corail vivant avait réduit de moitié lors des 30 dernières années. Cela démontre que nous allons dans la mauvaise direction. Et la Grande Barrière n'a pas besoin d'une nouvelle menace, en plus de toutes celles qui la guettent déjà. Le mois dernier, l'Australie annonçait la création du plus vaste réseau au monde de réserves marines, un sanctuaire de 2 300 000 km² autour de son littoral, soit la taille du Groenland. Une décision saluée par la communauté internationale, un engagement exceptionnel dont la portée risque d'être bien amoindrie si parallèlement, le pays se hisse à la 2e place des producteurs de charbon, le combustible fossile le plus générateur de gaz à effet de serre. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci à tous ceux qui l'ont préparé. Merci à vous de nous rester fidèles. Prochain rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne.